Très bien. Alors, School in Globers, épisode 8. Le thème de l'émission est dans la vraie nature du nom de l'émission. Nous allons sensibiliser les êtres à la tromperie du globe et à sa chronologie. Évidemment, si je devais tout y mettre, ce serait une émission de 12 heures. Il y a certainement des choses que j'ai laissées de côté. Mais ça va se faire. Les gens voulaient que je la couvre et voulaient une petite chronologie qu'ils pourraient montrer aux gens. Alors la voilà. Commençons par ce qui est apparemment le début. Voici donc ce que nous allons aborder. Voici la chronologie. Nous allons passer de 350 avant Jésus-Christ jusqu'à 1933. Puis de 1945 jusqu'à 1972. Et comme je l'ai dit, il y aurait bien plus à y ajouter. On va en fait passer en plein écran afin que vous puissiez prendre une capture d'écran des chronologies. Et voici, nous allons de la création du globe terrestre, en passant par le modèle copernicien, Michelson et Morley, jusqu'à la matière noire. Et puis on passe de l'opération Paperclip jusqu'à la fameuse Blue Marble. Mais on va y aller et on va passer à la première diapositive. 350 avant Jésus-Christ, la création de la Terre globe. Maintenant que nous dansons avec les affirmations historiques, Aristote aurait été le premier à déclarer que la Terre était une sphère. Il a été le premier à l'affirmer officiellement, selon le récit officiel dominant. Certains l'avaient évoqué par inadvertance, sous forme poétique. Mais Aristote est le premier à déclarer formellement que la Terre est une sphère, car le déplacement vers le nord et vers le sud provoque une modification de l'horizon. Dans ses écrits sur le ciel, cela s'appuie sur une déclaration antérieure, selon laquelle la forme parfaite était une sphère, et que donc la Terre devait être une sphère. Il est donc important de comprendre cela. Cela a une naissance philosophique, où il pensait que la forme parfaite était une sphère, donc la Terre devait être une sphère. Vous entendez toutes sortes d'histoires sur la façon dont il a observé l'éclipse. Il a vu des bateaux disparaître dans la courbe. Si vous lisez réellement les écrits auxquels nous avons prétendument accès, il dit que parce que l'horizon changeait lorsque l'on allait du nord au sud, la Terre devait être une sphère. Pas seulement une sphère, mais une très petite. C'est ce qu'il a dit. Bien sûr, ce que vous voyez par rapport à l'horizon change également à mesure que vous vous dirigez vers le nord et le sud sur un plan terrestre. Donc, d'après ce que nous voyons, son raisonnement était stupide, d'accord? Ça, c'est ce qu'on sait. Donc, pour le dire très simplement, c'était une prémisse philosophique. Vous savez, du côté grec, de proposer toutes sortes de philosophies, quand il n'était pas pédophile. Et donc, nous y sommes. Nous avons le globe. Juste pour que vous le sachiez, c'est le point de départ officiel. Bien sûr, le deuxième point est que vous entendrez dans les articles grand public qu'il a vu des bateaux passer par-delà de l'horizon, ce qui est drôle, parce qu'il voyait juste ça à l'œil nu. Donc, j'imagine que le télescope les aurait rendus stupides, car alors, vous pouvez voir le bateau de beaucoup plus loin et les parties du fond du bateau qui étaient obstruées. C'est exact. Vous pouvez ramener le bateau complètement en vue, à l'exception de la partie qui est dans l'eau. Et comme ça que l'a couvert dans Globebusters la semaine dernière. En fait, en raison de l'ouverture de tout type d'optique, vous verrez toujours le fond disparaître en premier, parce que ça va atteindre le point de fuite avant ce qui est au-dessus. C'est un simple produit de perspective. Très bien, passons à la diapositive suivante. 250 avant Jésus-Christ, la distance au Soleil. On raconte qu'en 250 avant Jésus-Christ, Aristarque a utilisé la phase du quart de lune pour déterminer la distance au Soleil, devinant l'angle et estimant que la Lune est un tiers de la largeur de la Terre. C'est ça, vous avez bien entendu. Il a déterminé la distance au Soleil en devinant l'angle et en estimant que la Lune est un tiers de la largeur de la Terre. La méthode présumée repose sur l'hypothèse que pendant une demi-lune, les trois corps célestes, le Soleil, la Lune et la Terre, devraient former un angle droit. Il a deviné que le Soleil était 19 fois plus éloigné de la Terre que la Lune et 19 fois plus grand. Je crois bien qu'il est un peu à côté, vu qu'ils disent actuellement que c'est 400 fois plus gros. Ok, diapositive suivante. 240 avant Jésus-Christ, Ératosthène, sur lequel nous manquons de documentation primaire, en tout genre. C'est bien cela. Nous n'avons littéralement aucune documentation principale sur cette histoire. Et les deux sources de documentation secondaire dont nous disposons sont des histoires complètement différentes. Circulez, il n'y a rien à voir. On raconte qu'Ératosthène a remarqué que les puits et les piliers de la ville de Sienne ne projetaient pas d'ombre à midi au solstice d'été.
Pourtant, à 500 miles ou 800 km de distance au même moment, les ombres étaient plus longues et étirées. En supposant que la Terre était une sphère, que les rayons lumineux du Soleil étaient parallèles et que le Soleil était infiniment éloigné, il calcula la circonférence de la Terre supposée sphérique. Bon, bien sûr, ce qui est hilarant dans tout ça, c'est que même dans les hits grand public, comme The Big Thing avec Neil deGrasse Tyson et Michel Thaler de la NASA, etc., ils vous le diront dans leur article contre la Terre plane que cela fonctionnerait certainement sur une Terre plane avec 2 bâtons. Bien sûr, nous avons montré que vous pouvez avoir une Terre plane, une source de lumière locale, utiliser un certain type de lentille pour imiter l'atmosphère et que vous pouvez réellement prendre les ombres, faire des calculs sphériques et rendre la table une sphère dans vos mathématiques. Une table plane peut être transformée en sphère, en supposant une géométrie sphérique. C'est une chose très simple. Et alors, selon le récit dominant, il n'a regardé qu'à 2 endroits. Alors apparemment, il savait d'une manière ou d'une autre qu'exactement la même heure et exactement le même jour, quelque part à 800 km de là, ça faisait quelque chose. Les histoires sont différentes, comment il y est allé ou non, ce qu'il regardait. C'est assez hilarant parce que cela n'a pas vraiment d'importance. Parce que le fait est que si vous y réfléchissez, Aristote dit que si nous allons du nord au sud, les choses à l'horizon changent. La Terre doit être une boule. Cela se passerait sur une Terre plane. Ce type dit « Oh, regarde, les ombres à 2 endroits différents sont différentes. Ça veut dire que la Terre est une boule. » C'est ce qui se passerait sur une Terre plane. Ainsi, lorsque les gens disent que nous savons que la Terre était un globe depuis des milliers d'années, partisans du globe, soyez attentifs. Lorsque vous dites cela, vous semblez très ignorants, car les prétendues façons dont ils ont découvert que la Terre était un globe ne prouvent pas en réalité que la Terre est un globe. Regarder 2 ombres ne prouve pas que la Terre est un globe. Voir une différence dans le ciel par rapport à l'horizon, au nord et au sud, ne prouve pas que la Terre est un globe. Voir à l'œil nu des bateaux disparaître au-dessus de l'eau ne prouve pas que la Terre est un globe. Ils ne savaient donc pas que la Terre était un globe pendant des milliers d'années. Même si nous considérons comme vrais les récits historiques, à l'époque, ils constituaient encore une grande minorité de personnes. C'est donc un argument très ignorant, utilisé pour faire tourner en bourrique. Globers, si vous faites preuve d'honnêteté intellectuelle, vous arrêterez de dire cela, parce que c'est vraiment très moyen, d'accord? Ok, on arrive jusqu'à 1492. C'est le premier modèle de globe. N'est-ce pas drôle? Le premier modèle de globe. Ce globe terrestre de Nuremberg est le plus ancien modèle réduit de la Terre, connu sous le nom de Erdäpfel, signifiant la Terre pomme. Waouh, la science! Il a été créé vers 1492 par l'explorateur allemand Martin Behaim et le peintre Georg Albrecht. Par coïncidence, c'est la même année que Christophe Colomb aurait utilisé l'idée du globe pour découvrir, entre guillemets, les Amériques par accident. Il aurait donc utilisé le globe pour naviguer, comme le raconte l'histoire, la même année exacte où le premier modèle de globe a été fabriqué. Et soit dit en passant, il est inexact selon le modèle actuel du globe. Il pensait qu'il était en Inde, donc... Très bien, diapositive suivante. En 1543, nous avons le modèle copernicien. On dit que Copernic a proposé le modèle héliocentrique en faisant des observations du ciel à l'œil nu. Waouh! Il aurait fait cela parce que les calculs étaient plus simples. En fait, il était tout à fait clair qu'il s'agissait simplement d'un modèle destiné à apporter une simplicité mathématique, fondée uniquement sur la théorie. Alors, voici une citation de lui. L'enseignement pythagoricien était fondé sur des hypothèses. Il n'est pas nécessaire que l'hypothèse soit vraie ou même probable. L'hypothèse du mouvement de la Terre n'est qu'une hypothèse utile pour expliquer certains phénomènes, mais elle ne doit pas être considérée comme une vérité absolue. C'est Nicolas Copernic lui-même sur les révolutions des sphères célestes, 1543. Qu'y a-t-il de si drôle à ce sujet ? C'est ainsi qu'il tente de peindre ce récit selon lequel, au nom de la science, il s'est affronté au système religieux tyrannique de l'époque, l'Église catholique. Il a tout risqué. Il était ici juste en train de risquer tout cela pour la science, la vérité et la découverte. Il a simplement été persécuté. Non, il était entre guillemets assigné à résidence dans un immense château. Waouh, ça c'est dur. Alors que des gens étaient littéralement torturés et assassinés parce qu'ils détenaient des Bibles, cet homme n'a en aucun cas été persécuté par l'Église catholique romaine. Il brûlait les gens sur le bûcher avec la Bible autour du cou. Et ce type était resté dans un immense château. Ok. Alors mettons de côté ce récit stupide. Mais le récit officiel est qu'il n'avait pas de télescope, qu'il n'existait pas encore. Il a juste regardé le ciel à l'œil nu. Il voulait juste essayer de faire fonctionner les mathématiques, alors il a simplement adopté une forme plus simple. Ok, les mathématiques étaient plus simples. Il a donc choisi l'idée héliocentrique.
En fait, il adorait le soleil. Il pensait que le soleil symbolisait l'illumination. Il avait cette obsession du gnosticisme, les tablettes d'émeraude avec l'idée de l'apothéose de devenir un dieu, que le chemin vers l'apothéose ou atteindre le statut de dieu est la pleine illumination ou l'auto-illumination, et que le soleil est le symbole parfait de cette illumination à laquelle ils devraient s'efforcer. Il est donc logique pour eux que la Terre tourne autour du soleil. C'est une alchimie glorifiée fondée sur la sorcellerie occulte et le culte du soleil. Et c'est ce qu'ils disent. D'accord? Il n'y a donc pas de découverte magique faite par Copernic. Le récit officiel est qu'il pensait simplement que les calculs étaient plus simples. D'accord? C'est évident que tout cela ne semble être que des histoires, pour être honnête. Je veux dire, j'aurais pu approfondir beaucoup plus ce sujet, mais nous serons ici toute la journée, donc... Allez, passons à la suite. 1609, la loi de Kepler. En utilisant le modèle et les données géocentriques de Tycho Brahe, Kepler a proposé son idée du mouvement planétaire et les lois qui régissent ce phénomène. Tycho Brahe était en fait le tuteur de Kepler. Kepler a affirmé que le mouvement dans le ciel était régi par l'acoustique, la résonance vibratoire du son. Kepler a expressément reconnu que toutes les théories de la nature sphérique de la Terre et de l'héliocentrisme étaient strictement fondées sur la philosophie. Et il le dit à brûle-pourpoint dans plusieurs écrits. Il dit « J'ai démontré par le biais de la philosophie que la Terre... J'ai démontré la rotondité de la Terre et qu'elle se déplace autour du Soleil, et ceci grâce à la philosophie. » Ok, Johannes Kepler. Voilà. Et bien sûr, il a inventé le mouvement planétaire des corps. Et Tycho Brahe était son tuteur. Aujourd'hui encore, il existe des systèmes néotychoniques dont les astronomes et astrophysiciens traditionnels reconnaissent qu'il peut cartographier mathématiquement le ciel, ce qui est plutôt drôle. Il a littéralement construit son idée sur toutes les données de Tycho Brahe. Ok. 1659, estimation de Vénus. Au fait, je voudrais simplement souligner ceci. Regardez le ciel, voir que les objets se déplacent les uns par rapport aux autres dans un cycle répétitif, puis créer une formule mathématique pour décrire la relation entre ces corps se déplaçant dans le ciel, n'est pas impressionnant. Cela ne rend pas quelque chose de vrai. Globers, prêtez attention ici. Ceci est Schooling Globers. Cela ne rend rien vrai. Et si vous créez un modèle en observant le cycle cohérent et perpétuel du ciel, et que vous construisez ensuite votre modèle sur cette base, et que vous vous défendez et dites « Regardez, cela correspond à ce qui se passe dans le ciel », et que vous utilisez le mot « prédiction » à tout va, vous êtes perdu dans l'incompétence. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, 1659, l'estimation de Vénus. En 1659, Christian Huygens aurait utilisé le télescope nouvellement inventé pour déterminer l'unité astronomique, qui est bien sûr la distance au Soleil, en devinant que le diamètre de Vénus était de la même taille que la Terre. Il s'approcha de 5% du modèle astronomique actuellement accepté. Globers, prêtez attention ici. Si vous croyez que la Terre est un globe, j'ai besoin que vous écoutiez. L'histoire officielle est que ce type a juste deviné que Vénus avait la même taille que la Terre et il s'est avéré que c'était assez précis. Il s'avère que Vénus a à peu près la même taille que la Terre. Et en passant, Aristote fait la première référence à l'idée que Vénus est identique à la Terre, l'appelant la Terre sœur. C'est une philosophie que les gens ont inventée et évoquée dans leur système de croyances occultes, leur philosophie ontologique. C'est tout ce que c'est de l'ontologie. Ce n'est pas de la science, loin de là. Si vous pensez que ce modèle est en fait vrai, vous devez croire que ce type a par chance deviné que Vénus était de la même taille que la Terre pour déterminer l'unité astronomique et que cela s'est rapproché de 5% de la valeur astronomique actuellement acceptée. Et pour que vous le sachiez, à l'origine, le gars qui a fait les calculs, ce type a utilisé la même méthode qu'Aristarque et a ensuite supposé la taille de Vénus. Aristarque disait que le Soleil était 19 fois plus loin que la Lune et par coïncidence 19 fois plus grand, et qu'on dirait donc qu'ils ont la même taille. Et ce type est censé avoir une précision de 5% par rapport à l'unité astronomique actuellement acceptée, ou la distance du Soleil, ce qui est radicalement différent. Ce qui ne fait que vous montrer que, en fonction des hypothèses que vous faites, des interprétations que vous préférez, comment se fait-il que vous configurez les données en utilisant la même méthode mathématique ? Vous pouvez obtenir des tonnes de modèles différents, des tonnes de relations différentes cartographiées. En fait, en utilisant simplement la trigonométrie, on pourrait penser que le Soleil et la Lune ont la même taille, ok ? Ce qu'ils ont fait, c'est faire une hypothèse sur les ombres sur la Lune, et ils ont dit « Oh, chaque fois que c'est une demi-lune, ça doit former un triangle rectangle parfait. » Et puis il a deviné que ça faisait environ 87 degrés, et puis il a proposé cette prétendue unité astronomique qui était très éloignée d'un facteur de 20 environ. 1666, bien sûr. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de cela. En 1666, Isaac Newton a apparemment eu une révélation lorsqu'une pomme est tombée d'un arbre. Il n'avait jamais rien vu tomber avant ça.
Newton a proposé la première tentative d'explication d'une force dynamique pour décrire l'orbite des planètes. Il a clairement indiqué qu'il ne pouvait même pas penser à un mécanisme théorique autre qu'un acte direct de Dieu lui-même. Il était l'un des principaux partisans d'un éther tentant d'expliquer la gravité comme un sous-produit de ce fluide dense, comme un milieu sans impédance ni viscosité. Petite parenthèse, il y a quelque chose que j'aurais pu mettre. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de mettre dans la timeline de base ici. Mais savez-vous ce qu'ils ont dit avoir fait d'autre en 1666 ? C'est la première fois qu'ils prétendent avoir réellement observé et enregistré l'éclipse Sélénélion, lorsque le Soleil et la Lune sont tous deux visibles au-dessus de l'horizon lors d'une éclipse lunaire, ce qui démystifie en fait la géométrie du globe. Observé pour la première fois en 1666. Quelle coïncidence! La gravité, 1666, et 666 newtons sur Terre, est le nombre réel proposé. C'est probablement une coïncidence. Une coïncidence. C'est 1666 et 666 newtons. Quelles sont les chances? Quelles sont les probabilités? Serait-ce une coïncidence? Je suppose, mais c'est intéressant. Et puis ils disent avoir découvert les calottes glaciaires polaires de Mars en 1666. Très bien, voyons ce que ce porteur de perruque a à dire de lui-même. Newton était très clair sur le fait que tout homme doté d'une pensée compétente ne croirait jamais à une notion aussi absurde selon laquelle la gravité, en tant que force, agit sur la matière sur de grandes distances sans un médium pour faciliter l'interaction. Il a également précisé très clairement que la Terre pourrait en fait être simplement au repos et géocentrique. Pour que la Terre soit au repos au centre du système du Soleil, des planètes et des comètes, il faut à la fois la gravité universelle et une autre force supplémentaire qui agit sur tous les corps de façon égale, selon la quantité de matière dans chacun d'eux, et qui soit égale et opposée à la gravité accélérative avec laquelle la Terre tend vers le Soleil. Et ainsi, les corps célestes peuvent se déplacer autour de la Terre au repos, tout comme dans le système tychonique. Physicien Isaac Newton. Maintenant, juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien ici, parce que nous enseignons les globers, lorsque vous avez un fluide comme un médium, toute interaction va avoir une réaction ou une réciprocité égale et opposée. C'est pourquoi au top des sources des académies mainstream, vous les trouverez en train de dire que l'énergie noire semble en fait être la réaction égale et opposée de la gravité, et que donc elle semble être l'antigravité, la répulsion, d'accord ? L'autre côté de la médaille, l'interaction qui se produit en dehors des 3 dimensions. C'est donc assez drôle parce que c'est de cela dont il est question. Et le grand public essaye maintenant de trouver comment résoudre le problème de la matière noire et de l'énergie noire en reconnaissant qu'il semble y avoir un médium. En fait, ce que nous appelons la gravité n'est rien d'autre qu'une accélération diélectrique incohérente, donc c'est juste une accélération électrostatique. Il y a une polarisation électrique descendante sur la Terre. On a une augmentation électrique équipotentielle, donc en fait, nous devons avoir 2 surfaces gaussiennes. Gaussiennes voulant dire qu'elles sont capables de conduire, de contenir ou de retenir une charge. Ces surfaces ont une capacité qui est le seuil de charge, comme nous l'avons expliqué dans une émission précédente. Quoi qu'il en soit, si vous avez 2 de ces surfaces parallèles l'une à l'autre, cela permettra à l'électricité d'être équipotentielle à mesure qu'elle augmente, car elle a comme un volume fini qui est contrôlé. Donc, vous avez une équipotentielle, d'accord? Et cela signifie une augmentation égale de l'énergie potentielle avec la même augmentation de l'altitude. La seule façon pour cela est de créer 2 surfaces gaussiennes. Bref, nous avons ainsi un courant électrique descendant vers la Terre. Maintenant, cela est intrinsèquement lié au support de fond ou à l'éther. On ne peut donc pas avoir l'un sans l'autre. En fait, la gravité n'est pas spécifique à un point, ce qui signifie qu'elle ne se soucie pas du centre d'une masse. Et tout ce que ça fait, c'est rechercher l'équilibre, car ce n'est qu'un sous-produit qui n'est pas cohérent par rapport à ce qui se passe dans l'éther. Alors bien sûr, il semble y avoir une interaction égale et opposée. Bien sûr, ce qui déplace les objets dans le ciel a également une réciprocité ou un effet d'entraînement dans l'éther. Et c'est ce que dit Newton. Il dit que s'il existe essentiellement un éther avec, par exemple, un autre type d'interaction en son sein, alors la Terre pourrait simplement être au repos. C'est très simple. Les planètes et les comètes et tous les corps grossiers ne peuvent-ils pas effectuer leurs mouvements plus librement et avec moins de résistance dans ce milieu d'éther que dans n'importe quel fluide qui remplit tout l'espace de manière adéquate, sans laisser de pores, et par conséquent est beaucoup plus dense que le vif argent et l'or? Et sa résistance ne serait-elle pas si petite qu'elle serait insignifiante? Par exemple, si cet éther, comme je l'appellerais, était supposé 700 000 fois plus élastique que notre air,
et plus de 700 000 fois plus rare, sa résistance serait plus de 600 millions de fois inférieure à celle de l'eau. Et une résistance aussi faible n'entraînerait guère de modifications sensibles des mouvements des planètes en 10 000 ans. Donc, comme je l'ai dit, voici Isaac Newton dans Optics, question 22, 1704. Il continue avec beaucoup plus de détails, encore plus que cela, en décrivant qu'il y aurait un éther qui semble être le seul moyen pour lui de comprendre l'idée d'un certain type de force dynamique provoquant les mouvements. Et il précise très clairement que la Terre pourrait simplement être au repos. Et voici sa citation sur la gravité elle-même. Il est inconcevable que la matière brute inanimée, sans l'intermédiaire de quelque chose d'autre qui n'est pas matériel, un fluide immatériel comme un milieu, agisse sur et affecte une autre matière sans contact mutuel, comme elle doit le faire si la gravitation, au sens d'Épicure, est essentielle ou inhérente. Et c'est une des raisons pour lesquelles je souhaitais que vous ne m'attribuiez pas une gravité innée. Que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière afin qu'un corps puisse agir sur un autre à distance dans le vide, sans la médiation de quoi que ce soit d'autre par et à travers lequel leur action et leur force peuvent être transmises de l'un à l'autre, est pour moi d'une telle absurdité que je crois qu'aucun homme possédant en matière philosophique une faculté de pensée compétente ne pourra jamais y tomber. La gravité doit être causée par un agent agissant constamment selon certaines lois. Mais que cet agent soit matériel ou immatériel, je le laisse à la considération de mes lecteurs. Isaac Newton, dans une lettre à Bentley en 1692. Et juste pour que les gens comprennent, il dit que l'idée selon laquelle la gravité est intrinsèque, inhérente, innée à l'intérieur de la matière. Oui, parce que la gravité n'est plus considérée comme une propriété intrinsèque de la matière dans le paradigme actuel. Ça ne l'est plus depuis longtemps. Alors quand les gens disent que la masse attire la masse, non, ce n'est pas le cas. Même dans votre propre paradigme, la masse n'attire rien. La masse n'attire pas la masse. C'est ce qu'ils disent aux enfants de 5 ans pour qu'ils puissent le répéter. La masse n'attire pas la masse. Si vous dites que la masse attire la masse, c'est prouvé avec Cavendish. Vous êtes si au bas de l'échelle que vous avez besoin de prendre des notes pendant ce Schooling Globers. Ceci est vraiment un ras des pâquerettes. Ce n'est objectivement même plus votre position, donc... Ce que j'ai besoin que vous compreniez, c'est que la masse attirant la masse revient à affirmer que la gravité est une propriété intrinsèque de la matière, d'accord? Et tout comme mon ami Newton ici dit, il dit l'idée que la gravité est une propriété intrinsèque de la matière et qu'elle peut agir sur une autre matière, sur un autre morceau de matière à travers le vide, sur une grande distance, sans que quelque chose d'autre, qui serait un intermédiaire pour l'échange entre les deux, est tellement absurde qu'aucun homme compétent pourrait un jour penser que c'est le cas. Alors ils aiment laisser cette citation de côté, d'accord? Ils adorent laisser cette citation de côté lorsqu'il dit que la Terre pourrait être au repos. Ils adorent laisser de côté la citation sur les terres. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi ils ont supprimé la fin où il fait allusion à l'éther dans le Principia. Ok, passons à la suite. 1887, Michelson-Morley. Et que tout le monde comprenne cela, Globers. Ce type est celui qui vous a donné la première force dynamique. Kepler, c'est la relation cinématique, une relation cinématique géométrique de leur position, géométriquement. Ensuite, vous avancez dans le temps, vous avez en 1666 Newton, qui essaye de vous donner une explication de ce qui fait cela. C'est une force dynamique, et puis il propose la première force dynamique, cause de la gravité. Il dit qu'il ne peut même pas penser à la façon dont cela pourrait se produire, à moins que ce soit un acte direct de Dieu. Lui-même dit qu'il doit clairement y avoir un éther pour que cela soit possible. Et puis il continue en disant que l'idée selon laquelle la matière elle-même a une gravité et agit sur d'autres matières à travers le vide est absolument retardée, ok? Donc en 1887, Michelson-Morley. En 87, Albert Michelson et Edward Morley effectuèrent un test qui, selon les mots d'Einstein, aurait dû être définitif pour détecter le mouvement de la Terre dans l'espace. Il était 10 fois plus sensible que nécessaire, mais aucun mouvement n'a été détecté. Cela montrait que la Terre était en fait stationnaire. Pourtant, cette conclusion a été rejetée en raison de la dévotion philosophique aux principes coperniciens. C'est presque comme si c'était une religion ou quelque chose du genre. C'est bizarre. Voici une petite vidéo de ce dont on va parler. Donc, vous envoyez la lumière, vous avez une lumière perpendiculaire qui se croise et se combine, remontant au même récepteur. Donc, si la Terre est stationnaire, alors ils se remettraient ensemble.
Si la Terre se déplace en fait dans l'espace, vous verrez ici que le chemin de la lumière qui va à l'encontre du mouvement, donc vous voyez le mouvement va dans cette direction, vous verrez que la lumière qui va à l'encontre du mouvement va être déviée de sa trajectoire, parce que la Terre s'en éloigne à mesure qu'elle s'éloigne perpendiculairement à l'autre lumière. Donc ça va sortir de biais, redescendre légèrement en retrait. Vous projetez donc la lumière dans la direction du mouvement de la Terre, ok? Si c'est stationnaire, c'est ce qui se passerait. Ils seraient égaux, car ils sont tous deux juste stationnaires. Si la Terre bouge, alors vous lancez une lumière, elle sera légèrement derrière cette autre lumière ici. Car elle doit parcourir un chemin plus grand. Donc ça va être plus court, d'accord? C'est très simple. Et c'était 10 fois plus sensible que nécessaire. Ça pouvait détecter une vitesse aussi petite que 2 miles par seconde. La Terre tournait autour du Soleil à une vitesse de 20 miles par seconde. Ils ont donc défini cette interférométrie très précise comme étant des lasers qui font des mesures très précises. Alors techniquement, ce n'était pas un laser, mais c'était la même méthodologie, l'interférométrie, pour détecter réellement la prétendue orbite de la Terre, et cela n'a pas fonctionné. Voici une autre représentation ici. Vous êtes sur une table, vous tirez la lumière ensemble, elles se croisent, redescendent. Si la Terre est stationnaire, vous obtenez la même chose. Si la Terre bouge, et je veux juste m'assurer que tout le monde le comprenne bien ici, à mesure que cela se reflète, bien sûr, la Terre s'éloigne d'elle. Cela va donc créer ce schéma en V, parce qu'en fait, ça mettra plus de temps pour y arriver. Cela va donc être plus court dans le même laps de temps. Cela vous donnera ce qu'on appelle un motif d'interférence. Ils se chevaucheront. Alors ici, c'est ça qui est si drôle, d'accord? Voilà ce qu'ils disent. Vu par des observateurs en mouvement, autrement dit, si nous bougeons avec elle, nous verrons comme si elle était parfaitement stationnaire. Maintenant, ce n'était pas la croyance jusqu'à ce qu'ils fassent le test, ok? Une fois que le test a montré que la Terre ne bougeait pas, nous avons dû inventer un conte de fées expliquant pourquoi. Ok, donc la Terre est stationnaire, voici ce que nous verrons. La théorie dit, eh bien, c'est ce qu'on verrait si la Terre bouge. Si vous vous déplacez avec la Terre, vous la voyez comme si elle était parfaitement stationnaire. Mais si vous étiez en dehors de la Terre et stationnaire, ou disons dans le cadre de référence du Soleil, vous verriez la réelle différence. Donc si vous êtes au Soleil et que vous le voyez, vous verrez la différence. Si vous êtes sur la Terre, même si elle est en mouvement, elle aura l'air stationnaire. Donc les faisceaux reviendront ensemble en même temps. Puis ils reviendront à des moments différents si vous êtes hors de la Terre et que vous êtes stationnaire pendant que la Terre bouge. En gros, c'est la relativité. Ce qui est super drôle, c'est qu'en fait, cela ne s'est pas parfaitement déroulé. Le décalage était bien trop petit pour que ce soit l'orbite terrestre. Alors ils ont juste dit « Oh, c'est une erreur instrumentale. » Ok, donc ça c'est juste l'affaire Michelson-Morley. Et nous savons tous que je peux en parler toute la journée. Et nous y reviendrons davantage dans une seconde. Mais en termes simples, Albert Michelson lui-même disait qu'il semble que la Terre soit stationnaire. Einstein a inventé la relativité juste à cause de cela, en termes simples, et j'en parlerai un peu plus dans une seconde lorsque nous arrivons à Einstein. Mais le test a montré que la Terre ne bougeait pas. Alors d'où vient l'idée que la Terre tourne autour du Soleil ? Ce type qui dit avoir utilisé les yeux nus pour regarder le ciel, il ne pouvait pas faire fonctionner les calculs aussi facilement, à moins de supposer que nous tournions autour du Soleil. Il a donc supposé que nous faisions le tour du Soleil pour faire fonctionner les mathématiques, car il lui était plus facile de faire les calculs avec les observations à l'œil nu. Et puis, il aurait déclaré que ce n'est même pas important que ce soit vrai ou même probable, c'est juste pratique, qu'il ne faut pas confondre cela comme si c'était réellement vrai. Et puis, nous avançons dans le temps jusqu'à un test qui réfute ceci spécifiquement. Ok, on l'a réfuté, donc prenons du recul. C'est genre, c'est sur quelle preuve que cela aurait-il été construit en premier lieu? Rien. Alors bien sûr, scientifiquement parlant, vous prenez les preuves pour ce qu'elles sont. La Terre n'est pas en orbite. Il n'y a pas de mouvement de la Terre directement mesurable ou détectable. Mais quand vous avez une religion, bien sûr, vous ne vous souciez pas de ce que disent les preuves. En 1901, l'ionosphère. En 1901, Marconi réussit à envoyer la première transmission radio à travers l'océan Atlantique, réfutant les détracteurs qui lui disaient que la courbure de la Terre bloquerait le signal et limiterait la transmission à environ 200 miles ou moins. L'ionosphère a ensuite été, entre guillemets, découverte, en fait théorisée, pour expliquer comment cela pourrait être possible sur une Terre sphérique. C'est très intéressant car je vais faire un test où c'est très simple. Donc sur le globe, si vous avez une tour, disons à 200 pieds au-dessus de la Terre,
et que vous envoyez une onde, comme une transmission radio, horizontalement. L'onde va se propager comme ceci, n'est-ce pas? Ça va devenir de plus en plus large à mesure que ça s'éloigne de plus en plus. Mais vous l'envoyez horizontalement. Maintenant, vous l'envoyez au-dessus de l'océan. La courbure de la Terre devrait bloquer les ondes. Au fur et à mesure que les ondes avancent, la courbure de la Terre les bloquera. Donc, à une hauteur de 200 pieds, il disait « Oh, vous ne dépasserez les 200 miles que si vous avez de la chance. » La courbure de la Terre les bloquera. Mais lors de la première tentative, le signal a parcouru 2200 miles et le gars l'a reçu du premier coup. Donc ils se disent, d'accord, si vous envoyez quelque chose horizontalement sur une surface courbe, cela signifie que la surface va descendre de plus en plus loin du signal et qu'une partie de celle-ci va être bloquée par la courbe. Ce qui signifie que ça finira par sortir dans l'espace. Alors ils ont théorisé, oh, ça doit être une réflexion depuis l'espace. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont conclu, ou entre guillemets, découvert l'ionosphère. Nous allons faire un test et selon le globe, il existe ce qu'on appelle une zone de saut, car si vous projetez l'onde, elle est bloquée. Elle doit monter et rebondir sur l'ionosphère en faisant comme un V. Monter et rebondir, puis monter et rebondir. Ce qui signifie qu'il y a une zone très spécifique dans laquelle vous ne pouvez pas recevoir le signal, parce qu'il part vers l'espace et le reste est bloqué par la courbe. Donc, si j'envoie cette transmission horizontalement et que j'ai quelqu'un debout, et nous allons donc le faire au-dessus de l'océan pour éviter les obstructions topographiques, si quelqu'un les envoie directement vers une île, dans l'eau, ou si vous pouvez simplement passer d'une masse continentale à l'autre sur la côte, disons comme de la Louisiane à la Floride, le globe prédit que vous ne pouvez pas recevoir le signal car il se dirige vers l'espace. Il y a une zone de saut, une zone morte, une zone de saut, disons, de 2 à 800 miles, ok? Si vous recevez le signal, ça démystifie le globe. Cela réfute de manière irréfutable le globe si vous recevez un signal. Nous allons donc faire le test. D'ailleurs, il n'y a littéralement aucun moyen de contourner ce problème. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Par exemple, tous les globeurs ont déjà désespérément essayé de trouver des moyens de dire « Oh, si ça se produit, nous trouverons bien une raison. » Non, ils ne peuvent rien trouver parce qu'il n'y a rien. Mais si vous êtes si sûr par rapport au globe, pourquoi auriez-vous peur du test? Bon, c'était une parenthèse. Quoi qu'il en soit, après que le globe ait été démystifié en 1901, ils ont simplement inventé que ça devait se refléter. Puis ils ont découvert l'ionosphère. Bien sûr, ne vous méprenez pas, il existe quelque chose qui peut refléter les signaux sur un plan, juste pour que vous le sachiez. Mais passons à la suite. Donc nous sommes maintenant en 1905. Alors c'est environ 18 ans après Michelson-Morley. Principalement en réponse à l'expérience de Michelson-Morley, Einstein a proposé une théorie de la relativité restreinte qui attribuait une vitesse constante à la lumière et supprimait les référentiels absolus. Plus tard, en 1915, il publia la théorie générale de la relativité dans laquelle il y a le modèle de gravité actuellement accepté. Et il était nécessaire pour maintenir en vie le modèle héliocentrique. De nombreux apologistes diront qu'ils ne savaient rien du test de Michelson-Morley lorsqu'il a proposé la relativité. C'est un narratif qui circule. Et il semblerait qu'il ait déclaré « Je ne suis même pas sûr d'en être conscient lorsque j'ai inventé la relativité, juste avant sa mort. » Eh bien, vous avez dit spécifiquement que vous l'étiez des dizaines de fois. Donc si cela est réel ou non, si c'était délirant, s'il mentait juste parce qu'il avait un gros ego, ou qu'il voulait être davantage promu ou quelque chose du genre, qui sait? Qui s'en soucie? Ok. C'est donc à ce moment-là que la relativité restreinte fut. Et ça dit qu'il n'y a pas de cadre de référence absolu et que la vitesse de la lumière est constante pour expliquer les résultats de Michelson-Morley en disant « Oh, eh bien, si vous êtes sur Terre, vous ne pourrez pas dire. » Et c'est encore pire que ça, mais nous y reviendrons dans une seconde. Voici donc une citation d'Einstein. Alors que je réfléchissais à ce problème pendant mes années d'étudiant, j'ai appris le résultat étrange de l'expérience de Michelson. Oh, vous ne le saviez même pas, pensais-je. Bref. J'ai appris l'étrange résultat de l'expérience de Michelson. Bientôt, je suis arrivé à la conclusion que notre idée du mouvement de la Terre par rapport à l'éther est incorrecte si nous admettons le résultat nul de Michelson comme un fait. Ce fut la première voie qui m'a conduit à la théorie restreinte de la relativité. Oh, alors non seulement tu en as entendu parler, mais c'est la raison pour laquelle tu as inventé la relativité en premier lieu. C'est la première voie qui m'a conduit à la théorie de la relativité restreinte. Depuis lors, j'en suis venu à croire que le mouvement de la Terre ne peut être détecté par aucune expérience optique, bien que la Terre tourne autour du Soleil. Donc bien sûr, affirmer fondamentalement que votre croyance qui vient d'un mec qui dit que les mathématiques sont plus faciles ne la rend pas vraie.
Donc, en gros, il dit « Ouais bien, j'ai regardé Michelson-Morley. J'ai décidé qu'il n'y avait aucun moyen de détecter et de mesurer directement l'orbite de la Terre autour du Soleil, même si je crois que c'est le cas. » Citation suivante. À la question de savoir si le mouvement de la Terre dans l'espace peut ou non être rendu perceptible dans des expériences terrestres, c'est-à-dire des expériences sur la Terre, nous avons déjà remarqué dans la 5e section que toutes les tentatives de cette nature conduisaient à un résultat négatif. Avant que la théorie de la relativité ne soit avancée, il était difficile de se réconcilier avec ce résultat nul. La théorie de la relativité a contribué à sauver le fait que chaque fois qu'ils essayaient de détecter le mouvement de la Terre, celui-ci était négatif. Et en voici une de plus. Mais quand j'étais étudiant, j'ai vu que des expériences de ce genre avaient déjà été faites, notamment par votre compatriote Michelson. Oh, quand il était étudiant, il a entendu parler de Michelson, c'est fou. Il a prouvé qu'on ne remarque rien sur Terre, que ça bouge ou non, mais que tout se passe sur Terre comme si la Terre était au repos. Globers, soyez attentifs. Cela a changé tout ce que l'on pensait à l'époque. Tous ces héros, ces Grecs et tous ces différents astronomes qui ont découvert le télescope. Et les gens prétendent qu'ils sont des génies. Ils avaient tous tort. Tout ce qu'ils croyaient était faux, toute la physique était fausse, tout a dû changer parce qu'ils ont mis au point une technologie capable de détecter l'orbite et que ça ne l'a pas fait. Alors ils étaient genre, wow. Ainsi tout se passe toujours comme si la Terre était au repos. Toutes nos observations nous montrent que la Terre est le centre. Tout bouge autour de nous et tout se répète en cycle depuis toujours. Nous ne pouvons jamais réellement ressentir un mouvement ni le détecter directement. Peut-être que la Terre ne bouge pas et qu'elle est au centre? Non, ce n'est pas une option. Non, ce n'est pas une option. Cela ne s'appelle donc pas de la science. Cela s'appelle un dogme. C'est un système de croyance construit sur la doctrine des hommes. Plus précisément dans ce cas, une philosophie appelée le principe copernicien. Ok, passons à la suite. Et voici Ronald Clark, Einstein, The Life and Times, dans sa biographie. Le problème qui se pose désormais à la science est considérable, car il semble n'y avoir que 3 alternatives. La première était que la Terre était au repos, ce qui signifiait s'aborder toute la théorie copernicienne, et était impensable. C'est quoi déjà la théorie copernicienne? Globers, j'espère que vous prenez des notes. Oh, c'est l'idée que la Terre n'a pas de position spéciale ou unique dans l'univers, attribuée à un gars nommé Nicolas Copernic, qui a spécifiquement dit que ce n'était qu'une théorie. Peu importe si c'est précis ou même viable. Peu importe si c'est même probable. Cela n'a pas d'importance du tout. C'est juste une théorie selon laquelle les mathématiques sont plus faciles. Tout ce que j'ai, ce sont des observations à l'œil nu, mais je peux faire fonctionner les mathématiques. C'est pratique. Cela ne devrait pas être considéré comme une vérité réelle. C'est de là que vient le principe copernicien. C'est l'idée que la Terre ne peut pas occuper une place particulière dans l'univers. C'est bizarre. Ok, 1915. C'est là que ça commence à devenir très intéressant et très révélateur pour ceux qui ont des yeux pour voir. 1915. Fondation de la NACA. Le Congrès a créé le Comité consultatif national de l'aéronautique, ou NACA. Ceci est leur énoncé de mission officielle, ouvrez les guillemets, pour séparer le réel de l'imaginaire et faire connaître ce qui est négligé et inattendu dans la quête du vol, fermez les guillemets. Séparer le réel de l'imaginaire et faire connaître ce qui est négligé et inattendu dans la quête du vol? Intéressant. En 1958, les installations de recherche et le savoir-faire du personnel de la NACA ont été transférées à la nouvelle NASA. Très intéressant. Ok, c'est la même année que la relativité, n'est-ce pas? Donc, juste pour garder à l'esprit, 1915, 1925. L'univers en expansion. En 1925, Edwin Hubble a fait des observations montrant qu'il existe une relation directe entre les vitesses des galaxies lointaines et leur distance à la Terre. Cela a été interprété comme une preuve que l'univers est en expansion. On pensait auparavant que tout volait de manière aléatoire tout autour de nous, en fonction de différentes relations gravitationnelles et de différentes vastes distances. Il est impossible que ces galaxies lointaines aient une relation directe avec la Terre. Et donc, une fois qu'il a montré que c'était le cas, et vous pouvez regarder les observations et qu'elles ont toutes une relation directe avec la Terre et leur prétendue distance interprétée par rapport à la Terre et ensuite leur vitesse, elles étaient directement liées. Donc, la seule façon d'interpréter cela est de maintenir l'idée héliocentrique et de dire que toutes les galaxies s'éloignent en fait de vous, mais que cela ressemble juste à cela. Ils ont donc dû sauver le phénomène en disant que tout ce qui vous entoure s'éloigne de vous de manière égale dans toutes les directions, mais que ce n'est qu'une illusion, qu'on dirait juste qu'on est au centre, mais que nous ne sommes pas au centre d'où tout vient. Bon, bref, cela a été interprété comme une preuve que l'univers est en expansion. Voici une citation d'Edwin Hubble.
Une telle condition impliquerait que nous occupions une position unique dans l'univers, analogue en un sens à l'ancienne conception d'une Terre centrale. Cette hypothèse ne peut être réfutée, mais elle n'est pas la bienvenue et ne sera acceptée qu'en dernier recours afin de sauver les phénomènes. La science. C'est pourquoi nous ignorons cette possibilité. La science. La position indésirable d'un emplacement privilégié doit être évitée à tout prix. Une telle position privilégiée est intolérable. Par conséquent, pour restaurer l'homogénéité et échapper à l'horreur d'une position unique, il faut la compenser par une courbure spatiale. Il ne semble pas y avoir d'autre issue. Edwin Hubble. Alors pourquoi utilise-t-il cette terminologie ici? Je pensais que c'était la science. L'horreur d'une position unique, une position privilégiée est intolérable. Nous ignorons cette possibilité que cela soit réfuté. Waouh, c'est plutôt intéressant. Ok, 1933. La matière noire. La matière noire a été, entre guillemets, découverte pour la première fois en 1933, lorsque Fritz Zwicky a découvert que la masse de toutes les étoiles de l'amas de Coma ne fournissait que 1% de la masse nécessaire pour empêcher les galaxies d'échapper à l'attraction gravitationnelle de l'amas. En termes simples, la prédiction gravitationnelle était erronée de 99% par rapport à sa prédiction de masse. Ok, les globers, prêtez attention ici. 1933, ce type regarde dans le ciel et il regarde un amas de galaxies, ok? Et puis sur la base de la prédiction gravitationnelle, sur la base de la quantité de masse visible qui, selon eux, était présente, c'est ainsi qu'ils construisent l'ensemble du modèle, qu'il n'y avait pas assez de masse pour empêcher les galaxies de s'échapper de l'amas. Il n'y avait pas assez de matière ou de masse, donc il n'y avait pas assez d'attraction gravitationnelle pour la maintenir là. Elle s'échapperait. Donc en fait, il lui fallait 99% de masse en plus. Donc la prédiction relativiste, même si vous utilisez les prédictions newtoniennes, on a le même problème pour les deux. La prédiction gravitationnelle dans la cosmologie héliocentrique était à côté de 99% par rapport à la prédiction de masse. Elle n'en était même pas proche. Et c'est à ce moment-là qu'ils disent avoir découvert la matière noire pour la première fois. Et les amis, c'était il y a presque un siècle. Et ils n'arrivent toujours pas à définir ce qu'ils appellent la matière noire. J'ai une question pour vous très rapidement. Si j'ai une théorie et que ma théorie prédit qu'il y a 100 € dans la pièce à côté, je vous montre tous les calculs et je dis, écoutez, il y a 100 € sur mon bureau. J'ai utilisé les mathématiques pour décrire mon bureau et regardez, il est écrit qu'il y a 100 €. Et il y a 100 € sur mon bureau. Il prédit également qu'il y aura 100 € dans la pièce d'à côté. D'accord ? Ok, on teste la théorie. On prend les calculs, on va dans la pièce voisine, on regarde ce bureau et il n'y a qu'1 €. Je dis, mon frère, ta théorie ne fonctionne pas. Elle avait prédit 100 €, mais il n'y a qu'un seul euro. Imaginez si je disais ensuite à la personne qui me critique, « Attends. De quoi parles-tu, mon frère? C'est de la science, c'est comme ça que ça marche. Tu dois simplement apprendre au fur et à mesure. » Nous essayons juste de comprendre, frère. De toute évidence, il existe 99 € invisibles. Ils ont les mêmes qualités que les autres euros. Ils font la même chose que les autres euros. Ils sont tout simplement invisibles. Donc ce qu'on va faire, c'est venir ici pour mes calculs et nous allons simplement prendre en compte les 99 € invisibles. Et regardez, mon modèle prédit qu'il y a 1 € là-bas. Quoi? Tu plaisantes, j'espère? Eh bien, tu ferais mieux de découvrir ces euros invisibles. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue. D'accord, ouais, donne-moi juste une semaine environ, je vais y arriver. Je vais découvrir où sont les euros invisibles, je le promets. Et 100 ans plus tard, c'est une blague absolue. Allez, on passe à la suite. Donc, en 1933, on découvre pour la première fois que la prévision de la gravité était erronée de 99% par rapport à la masse attendue. Et c'est un gros problème. Il s'agit d'une prédiction de force dynamique de la physique censée expliquer comment les galaxies restent les unes parmi les autres dans un amas. Et les ramifications, physiquement, sont immenses. Elles quitteraient le cluster. Elles ne pourraient pas y rester. Votre relation de force dynamique basée sur autant de matière, autant de gravité, tout le ciment de votre système de croyance tout entier était faux. Et pas qu'un peu. C'était faux à 99% il y a près d'un siècle et n'a toujours pas été corrigé. Et puis la prétendue solution n'est qu'un pansement mathématique qui, à ce jour, n'est pas identifié.
Et je dis que ce sont de faux euros invisibles. Genre, ouais, ce sont de faux euros invisibles. Ils sont comme des euros, mais ils sont invisibles. Ok, qu'est-ce que c'est? Nous ne le savons pas vraiment. Alors nous les appelons simplement des faux euros invisibles, parce que nous ne savons pas ce qu'ils sont. Ok, eh bien, est-ce que tu peux comprendre la théorie ou nous allons devoir abandonner ta théorie? Non. Ma théorie, c'est parole d'évangile. Ça doit rester vrai pour toujours. Mais nous ne savons pas ce que sont les faux euros. Ils sont invisibles. Ok, mon frère. En 1953, la matière noire encore. On avance un petit peu dans le temps juste pour ce chapitre matière noire. Vera Rubin a fait d'autres observations montrant l'insuffisance majeure des prédictions gravitationnelles car la galaxie d'Andromède tournait d'une manière complètement contradictoire à la théorie ou prédiction gravitationnelle. Simplement, les bords extérieurs se déplaçaient aussi vite que le centre, violant les lois du mouvement de Newton. Au lieu d'abandonner cette théorie, ils affirment désormais que 84% de l'univers entier est constitué de matière noire, indéfinie et non détectée. Waouh! Alors oui, écoute, nous sommes allés dans la première pièce. J'étais à côté de 99%. Ok, eh bien, nous avons 100 chambres. Voyons à quel point ma théorie est efficace. Il s'avère qu'ils sont dans toutes les pièces. Parmi tous les euros qui se trouvent dans toutes les pièces et sur tous les bureaux, 84% sont invisibles. Mais vous devez garder ma théorie pendant 100 ans. Et quiconque la remet en question, nous nous moquerons d'eux puis nous les ridiculiserons. Ils doivent être stupides. En 1945, l'opération Paperclip est bien sûr l'opération au cours de laquelle les gouvernements américains ont fait venir environ 1600 scientifiques et ingénieurs nazis, et ceci était à l'époque hautement secret et classifié. Wernher von Braun était l'un des scientifiques impliqués dans l'opération qui fut ensuite chargé de l'exploration spatiale pour les États-Unis. Il a supervisé la construction de la première fusée V2 qui serait allée dans l'espace. Waouh! Il fit mettre sur la pierre tombale le psaume 19 qui fait allusion au firmament recouvrant la Terre. Il a également déclaré à sa secrétaire que la propagande spatiale était utilisée pour mentir au public. C'est totalement légitime. En 1946, opération High Jump. Une opération au cours de laquelle les États-Unis ont exploré la région antarctique, fondant la première base américaine en Antarctique, appelée Little America. Cela a été dirigé et organisé par l'amiral Richard Byrd. Ok, juste pour que vous compreniez, les nazis étaient obsédés par l'idée d'aller dans les régions éloignées vers l'Antarctique pour essayer de découvrir davantage de terre. Ils en étaient absolument obsédés. Quand ils vous disent qu'ils sont tous morts, ils sont tous partis vers l'Amérique du Sud, vers l'Argentine, et apparemment ils ont continué vers l'Antarctique, où ils avaient toutes sortes de bases, et cela les obsédait. Ils étaient obsédés par les connaissances anciennes et obsédés par la découverte de différentes terres. Et il semblerait qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. Ils en étaient obsédés. Et que fait notre gouvernement? Ils prennent un groupe de ces nazis dans ce gouvernement, puis ils commencent à explorer l'Antarctique, avec laquelle les nazis étaient obsédés. Waouh! Ok, très intéressant. Oh, et puis ils ont emmené ce type qui avait certes fait de la fausse propagande via le régime nazi chez le peuple allemand pour le convaincre et lui faire croire qu'il possédait les fusées les plus avancées au monde. Et il leur montrait des modèles et de faux lancements de fusées pour leur faire croire qu'ils allaient plus haut qu'ils ne le faisaient en réalité et qu'ils étaient plus efficaces qu'ils ne l'étaient réellement, mentant intentionnellement et faisant de la propagande au peuple allemand en lui faisant croire que leurs fusées étaient bien meilleures que ce qu'elles ne l'étaient en réalité, et en les convainquant qu'elles pourraient réellement aller dans l'espace. Ceci est reconnu. Ils prennent ensuite ce type, l'amènent ici, disent qu'il est le meilleur spécialiste des fusées au monde, puis utilisent la même prétendue fusée pour aller dans l'espace. C'est une blague. Quelle blague. Ça ne s'invente même pas. Alors ils partent explorer la zone qui obsédait les nazis, et c'était dirigé par l'amiral Byrd. Je vous glisse la vidéo de l'interview ici. Mais l'amiral Byrd, bien sûr, est apparu à la télévision nationale. Il est sorti et a dit « Je suis étonné qu'il existe une zone aussi grande que la zone continentale des Amériques de l'autre côté de l'Antarctique qui reste inexplorée et de végétation et que personne ne le sait. » Et puis, bien sûr, il est mort peu de temps après. Ils sont donc partis en exploration en 1946. Il est mort en 1957, il est mort peu de temps après. Et puis son fils a fini par mourir dans un accident étrange et fou. Circuler, il n'y a rien à voir. It's time for the Longines Chronoscope, a television journal of the important issues of the hour, brought to you every Monday, Wednesday, and Friday. A presentation of the Longines Wittnauer Watch Company, maker of Longines, the world's most honored watch, and Wittnauer, distinguished companion to the world-honored Longines. Good evening, this is Frank Knight. May I introduce our co-editors for this edition of the Longines Chronoscope?
Larry Lasser, CBS News correspondent, and Kenneth Crawford, National Affairs Editor of Newsweek magazine. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. The North Pole used to be a no man's land, but these are the days when, by buying a ticket on a commercial airliner, you can fly across the North Pole and drink a cocktail at the same time. Yet only 60 or more years ago, about 35 years ago, our guest tonight found out whether there was any land north of the North American continent. He made that first discovery flight, and I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. This is a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Well, Admiral, do you hope to see that? I do. Well, Admiral, Yeah. would you say that since you've been to both the extremities of Earth, are these expeditions to such far-off places, are they getting easier because of modern techniques, or is danger still close at hand? Well, it's a little risky, but nothing like it used to be with the old slow planes and the small cruising radius where we had to put down bases. We replaced the dog teams, and of course that was a big improvement. But now the planes go much faster and they are safer, and they have a much bigger cruising radius. You haven't got the danger of a terribly heavy load. Admiral, an expedition to which I believe you're the advisor is now en route. What is that expedition doing? Well, that's the icebreaker Atka, and it's a reconnaissance expedition. It's going down to the South Pole area to make certain observations and to look for some bases. They will be back in April, and they will report back, and upon the information we get from that undertaking, we will base the bigger expedition that's to follow. Is that very definitely planned, or is that... That is being planned right now. So I'm willing to say to you that there will be a number of expeditions that will follow, I think, year after year, at the bottom of the world, because the government has really become interested. Well, Admiral Byrd, I can understand, I think everybody can, the interest in the North Pole because it's so near our greatest challenger, Soviet Russia. But why this interest in the bottom of the world? Nobody living down there, is there? No, it's pretty cold. There's only one permanent resident, that's the emperor penguin. The little ones live further north. I tell you one reason they're interested. It's by far the most valuable, important place left in the world for science. That's why the scientific groups all over the nation are really interested. But more important than that, it has to do with the future of the nation, those to come after us, or even during your lifetime, because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. And, you know, as the world shrinks with an ever-increasing acceleration, far-flung places, once useless, like we thought the North Pole was, and no man's land, become very useful. The bottom of the world will be important, not only to us, but to our allies. I was going to ask you, does it have military importance? It has some, and as the world shrinks, it will continue to shrink with an ever-increasing acceleration, thus bringing these places closer. And in the future, I can see a time when it will be very, very important strategically. Well, has the development of air power increased the strategic importance of places like the very much Palma Peninsula, was it? Very much so. Even now, if anything happened and we lost the Panama Canal, we would have to control the islands just north of Antarctica, which are part of Antarctica.
Then between there and Cape Horn. I've heard it said that there are 7 continents in the world, and one of them has never been seen by a woman, and that's Antarctica. Is that actually true? Well, if the Power Peninsula is an island, as far as I know, that's true. No woman's ever stepped foot upon the Antarctic continent, and it's the most peaceful place in the world. Well, I'm sure that won't last very long. I understand that now that you're working with the Arnold Bread Company in charge of frozen foods. Now, is there any future for frozen foods down these frozen extremities? Well, I think the human race can be helped by that. This was thought out by Dean Arnold, who's, in my opinion, a great humanitarian. He learned that we went down there after 4 or 5 years and finished a meal that we had left there on the table when we had evacuated Little America. Everything was perfect, including the bread. So he got the idea of this frozen bread, and already he sent some to Europe, and it worked very well over there for some of the starving people. So you can store it down to the Antarctic, and against the lean years, and you wouldn't have any people in the world really starving if you did that. Yes, in the event of an atomic war. You'd stay there forever. Admiral, you speak of the resources of Antarctica. What are they? What are the natural resources there? Well, we've found enough coal within 180 miles of the South Pole in a great ridge of mountains. It's not covered with snow, enough to supply the whole world for quite a while. Well, that's the coal. Now, there's evidence of many other minerals. We are pretty sure there's oil. Now, that coal shows the bottom of the world. Now, by far the coldest spot in the world. Where that coal is gets 100 below zero in the winter. Well, it was once tropical. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. Is it any secret? Is there uranium there? That would be the only thing that would be practical to actually go after, I suppose. Everything else would be economically unfeasible, wouldn't it? Well, as we recklessly expend our resources, the time will come when we'll have to go after that stuff down there. Well, you know, I avoided what you said about uranium. I'm not sure about that. I don't want to have the world fighting over the Antarctic. Admiral, is there a competition among other nations to try to get information about Antarctica and possibly to secure some of these resources? Well, yes. There are now 7 nations very much interested. Russia is interested tremendously. That I'm sure of. Australia has an expedition down there. The Argentine, the Chile, New Zealand, Britain, and so on. Now, you can understand those people down there being interested because they live down there. The New Zealanders, the Argentinians, the Chileans, and the Australians. And so we don't do much about claiming anything. Admiral, you make it sound a little crowded. Are there that many expeditions now there or en route there? Well, you know, as I said, it's the most peaceful place in the world, but I don't think it will be for long because of this intense interest on the part of other nations and this nation. Well, Admiral Byrd, are private expeditions a thing of the past? Is expedition and exploration, making expedition and exploration now purely a government function because of the tremendous cost? No, I don't think so. I think down south, it may be more or less a thing of the past, but not other expeditions that go. There's a lot of them go north now. This latest expedition now on the way is a government expedition, I take it. Yes, that's the government. Admiral, may I ask you, is there a great difference between the top of the world and the bottom of the world? There is. Now, the North Pole is the center of an ocean 10,000 feet deep. The South Pole, the center of a plateau, 10,000 feet high. The North Polar Sea is surrounded by continents slightly frozen. The Antarctic continent is surrounded by a belt of ice, frozen seas of at least 1,200 miles thick. Now, the south is a plateau. It gets, in some places, 14,000 feet up. I've been over areas about 13,000. And it's a little bit chilly up there. So there's that big difference between the top and bottom of the world. The North really isn't very cold up there on the Arctic Ocean. Not compared to the South. Admiral Byrd, we often hear it said that our
young Americans now aren't as hardy as their forefathers. Do you think that Americans do measure up to the standards, the physical standards and morale standards of the past? I do. I don't believe that. I think they're just as high. Well, what would you say was the most valuable factor on expedition? Is it morale, or physical courage, or is it sheer equipment? Well, I've always thought that loyalty was by far the most important trait. The British told me that when I first went down in 28, I couldn't possibly get through the winter night without a mutiny if I took more than 20 men. But to serve science, I had to take 42 men. Then I took 56 the next night, and so on. So, and I did find that loyalty was the most important thing during the winter night when it's very hard on your nerves. I think that's trait. Well, that's a very valuable characteristic at any time. Well, thank you very much, Admiral Byrd. It's been a great pleasure to have you here tonight. It's a pleasure to be with you. The opinions expressed on the Longines Chronoscope were those of the speakers. The editorial board for this edition of the Longines Chronoscope was Larry LeSueur and Kenneth Crawford. Our distinguished guest was Admiral Richard E. Byrd. Donc en 45, opération Paperclip. En 46, opération High Jump. L'armée est partie juste après avoir amené les nazis ici. Ils se rendent là où les nazis étaient obsédés et commencent à explorer l'Antarctique et découvrent Little America, la première base américaine en Antarctique dirigée par l'amiral Byrd, qui a déclaré qu'il y avait là-bas plus de terre que ce qu'on sait. En 1947, la CIA est fondée. La loi sur la sécurité nationale de 1947 a établi la CIA en tant qu'agence de renseignement civil indépendante au sein du pouvoir exécutif. La loi chargeait la CIA de coordonner les activités de renseignement du pays et, entre autres tâches, de collecter, d'évaluer et de diffuser des renseignements affectant la sécurité nationale. Et tout le monde sait de nos jours que la CIA est l'agence la plus corrompue qui existe. Et cela en dit long, car elles sont toutes corrompues. La CIA, c'est terrible, ok. Par exemple, ils ont admis avoir fait un lavage de cerveau à des gens, MK Ultra, en pratiquant littéralement des techniques de lavage de cerveau sur des membres du public sans méfiance, y compris des étudiants de l'université qui n'avaient aucune idée qu'on expérimentait ça sur eux. Ils glissaient de la drogue dans la nourriture. Ils faisaient toutes sortes de choses. La CIA, c'est terrible. Elle aurait dû être dissoute il y a si longtemps. C'est insensé. Et bien sûr, je pourrais en parler indéfiniment de la CIA. Peut-être que je ferai une émission sur la CIA un jour. Mais bien sûr, ils ont également admis avoir infiltré les médias grand public à pratiquement tous les niveaux et avoir des liaisons à tous les niveaux pour faire de la propagande auprès du public. Et lorsqu'on a demandé aux représentants de la CIA au tribunal « Êtes-vous en train de dire que certains de ces présentateurs de nouvelles sont des agents de la CIA ?» Il a répondu « Oh, nous devons poursuivre cette conversation à huis clos. L'opération Mockingbird, déclassifiée, et nous devrions leur faire entièrement confiance, et ils ne nous mentiraient jamais, sauf toutes ces fois-là. » Bref, la CIA a été fondée juste après 45, opération Paperclip, 46, opération High Jump, 47, la CIA a été fondée. En 1948, The Mars Project est le livre de science-fiction écrit par nul autre que notre ami Wernher von Braun, détaillant la fondation de la première civilisation sur Mars, établie par un personnage intitulé Elon. Quelle coïncidence! 1948, l'homme qui a menti à des tonnes d'Allemands au sujet d'aller dans l'espace a écrit un livre de science-fiction, une fois que les États-Unis l'ont amené ici dans le cadre d'une opération secrète appelée Opération Paperclip, dans lequel il écrit une histoire sur la première civilisation fondée sur Mars, et elle est fondée par un personnage dont le nom est Elon. Il meurt ensuite et sur sa pierre tombale se trouve le psaume 19.1 qui dit « Il y a un firmament ». Il dit ensuite à plusieurs reprises à sa secrétaire que toute cette propagande d'exploration spatiale extraterrestre et les astéroïdes n'est que mensonge, que tout cela n'est pas vrai et que c'est utilisé pour tromper le public. C'est genre normal quoi. En 1952, la NSA est fondée. Quoi? C'est pas comme si le gouvernement devenait fou pendant cette période. La NSA a été fondée en 1952 par le président Harry Truman pour fournir une organisation et un contrôle unifié et efficace des activités de renseignement sur les communications des États-Unis menées contre les gouvernements étrangers afin de fournir des politiques et des procédures opérationnelles intégrées, applicables ici également. Mais malheureusement, et c'est l'une des choses les plus importantes, même dans les années 70, ils ont déclaré que cela ne serait jamais utilisé contre les Américains.
Et bien sûr, on sait que la NSA a espionné tous les Américains à tous les niveaux, dans toutes les formes de communication, depuis de très nombreuses années. En fait, à un tel point que même un lanceur d'alerte a présenté des preuves. Ok, c'est donc en 52, la NSA a été fondée. Opération Paperclip en 45, en 46 Opération White Jump, puis en 47 la CIA. En 48, il écrit ce petit livre qui va servir à faire de la propagande auprès du grand public plus tard. En 52, la NSA est fondée. En 1955, c'est l'opération Deep Freeze. C'est là que ça commence à devenir très intéressant. Alors ils partent de manière obsessionnelle faire des recherches et explorer l'Antarctique. Alors en 55, Deep Freeze est le nom de code donné à une série de missions américaines en Antarctique. Cela a conduit à l'année géophysique internationale de 1957 à 1958, qui était un effort de collaboration entre 40 pays concernant les explorations des pôles nord et sud. L'opération Deep Freeze a débuté en 1955 et s'est poursuivie jusqu'à ce qu'on appelle l'année géophysique internationale en 57 et 58, qui vise à rassembler. C'est un accord de collaboration internationale sur les pôles nord et sud. En 1957, le système DEW, D-E-W, The Distant Early Warning Line, la ligne d'alerte précoce distante, est un système de stations radar dans les régions du nord de l'Arctique du Canada, de l'Alaska, du Groenland et de l'Islande, où les États-Unis ont mis en place des lignes de déclenchement pour surveiller toute activité au nord de la 55e latitude nord. Alors il commence à explorer en 45, jusque-là, et on arrive en 55, on a l'opération Deep Freeze, où il limite ce qu'on peut faire au nord et au sud, et puis ça l'amène à l'année 57-58, où ils installent en 57 le système The Distant Early Warning System, créant en gros un cercle autour du nord, avec des lignes de surveillance aussi basses que le 55e parallèle, ce qui est assez intéressant. Cela semble très familier. Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a vers le 60e latitude sud et que vous n'êtes pas autorisé à explorer légalement, librement et en privé au-delà de cette région, même dans l'eau, de sorte que vous ne pourriez même pas arriver là où vous pourriez réellement voir la côte de l'Antarctique. Puis, vous savez, lorsque vous commencez à atteindre environ la 55e latitude sud, cela devient un peu flou en ce qui concerne les prédictions du globe, quel que soit le type de navigation. Commodément, vous ne pouvez pas dépasser cette latitude-là. Et puis, de l'autre côté, ils font la même chose dans le nord. Je pensais que la Terre était une boule. Pourquoi doivent-ils surveiller quiconque tente d'aller vers le nord ou le sud? Comment cela ne serait-il pas bizarre? Oh non, il n'y a pas moyen qu'ils continuent de faire ça, n'est-ce pas? Ok, alors ils ont mis en place un tas de lignes de surveillance tout autour du nord, détectant toute personne se déplaçant dans cette région. Donc si vous essayez de monter vers le pôle nord, ils le sauront immédiatement. Et c'est interdit une fois qu'on s'éloigne d'une certaine distance. Eh bien, il semblerait qu'ils le font encore, parce qu'en 1988, ils l'ont simplement remplacé par ce qu'on appelle The North Warning System, le système d'alerte du Nord, qui a remplacé The Distant Early Warning Line en 1988, et est toujours actif à ce jour, surveillant tous les mouvements d'exploration vers le nord de la 55e latitude. Que se passe-t-il ? Bien sûr, il suffit de regarder toute la région nord du Groenland, c'est genre inhabitable et personne n'y va. Alors maintenant, allez simplement sur votre petit dessin de Google Earth, et essayez d'aller directement au centre de l'endroit où le pôle Nord est censé se trouver. Et puis vous sortez l'outil pour compter les distances dans toutes les directions pour voir à quelle distance vous pouvez réellement vous rapprocher de cette chose. Ils surveillent le pôle Nord. Ils le font depuis 1957 et c'est ouvertement admis. Bon, revenons à 57. C'est une année intéressante ici. C'est à ce moment-là qu'ils ont cartographié le firmament, du moins selon les documents officiels déclassifiés de la CIA, qui ne l'ont été qu'en 2000. Voici l'étude de la diffusion de la lumière dans l'atmosphère terrestre. Ceci date encore de 1957, non publié ni déclassifié. Mais pourquoi cela serait-il classifié? Intéressant. Les observations ont été réalisées sur 12 sites situés à différentes altitudes au-dessus de la mer, avec de diverses conditions climatiques, météorologiques et synoptiques. Les observations ont été effectuées principalement dans les conditions de transparence élevée de l'atmosphère et de portée visuelle du spectre en l'absence de couverture neigeuse. Au cours des investigations, 2 instruments conçus par V.G. Fesenkopf ont été utilisés. L'un d'eux était un phonomètre visuel du ciel diurne destiné à mesurer la luminosité du firmament. L'autre était un photomètre à halo photoélectrique pour déterminer la luminosité du halo solaire proche et aussi du Soleil sur une surface perpendiculaire à ses rayons. Attendez, quoi? Ok, attendez. Quoi? Photomètre visuel du ciel diurne destiné à mesurer la luminosité du firmament et du halo proche du Soleil et aussi du Soleil sur une surface perpendiculaire à ses rayons.
La thèse contient une certaine formule de la luminosité du ciel, prenant en considération uniquement la luminosité du premier ordre et dérivée de l'hypothèse d'une Terre plane, et donnant quelques conclusions dérivées sur la base de cette formule pour un certain coefficient de transparence de l'atmosphère. La luminosité du ciel en tout point est représentée par la dérivation de deux fonctions, dont l'une est la fonction de la diffusion de la lumière et l'autre est fonction des distances zénithales du Soleil et du point observé du ciel. Lors du changement des distances zénithales Z du Soleil de 90 à 0 degrés, la luminosité du ciel sur l'almucantar du Soleil augmente d'abord, atteignant un maximum pour une certaine valeur Z, puis diminue. Une méthode est également proposée pour déterminer la luminosité du ciel clair du jour en tout point, basée sur la mesure de la luminosité le long de l'almucantar du Soleil et de 5 à 6 points du firmament situés à différentes distances zénithales. Quoi ? Du Soleil et de 5 à 6 points du firmament situés à différentes distances du zénith. Le zénith est votre position directement au-dessus de vous. Si vous avez des distances différentes par rapport à la position directement au-dessus de votre tête, pour un firmament qui changerait automatiquement partout sur le globe. Oh, attendez, il a été littéralement dérivé d'un modèle de Terre plane, donc cela ne peut pas fonctionner sur le globe. Cela n'a donc pas dû fonctionner. Mais ensuite, ça continue en disant que cette méthode d'approximation s'est avérée précise et cohérente. Intéressant. D'accord, c'était en 1957. En 1958, et bien sûr, pensez à tout ce qu'ils font. Pensez simplement à ce qu'ils font en ce moment. Genre, ils disent « Ah, maintenant nous allons vers le sud, ok. Personne d'autre ne peut aller dans le sud. » Mais assurons-nous que la CIA sache ce que tous les autres pays font et ce que le peuple fait, ok. Assurons-nous d'espionner tout le monde avec la NSA, ok. Continuons à aller en Antarctique, installons des bases et veillons à ce que personne d'autre ne puisse y aller. Et puis nous obtenons cet effort de collaboration pour nous assurer que nous savons ce que chaque grand pays fait avec le Nord et le Sud, afin de ne rien rencontrer qui ne soit pas sur la même longueur d'onde que nous. Et puis en 57, établissons une ligne de surveillance tout autour du pôle Nord pour que personne ne puisse y arriver sans que nous le sachions et que nous puissions les intercepter. Continuons cela jusqu'au temps moderne, en le remplaçant en 88. Puis on revient en 57, juste après avoir fait tout cela, nous avons cartographié le firmament. Nous savons qu'il a en fait une distance zénithale spécifique, et que vous pouvez déterminer avec la précision de la luminosité du firmament, et donc de l'atmosphère qui lui est relative, en utilisant cette méthode. Et puis en 1958, que font-ils ? Ils ont fondé la NASA. Intéressant. Après l'exploration et la surveillance approfondie de l'Arctique, je veux dire, il ne faut vraiment pas avoir Dieu pour voir, pour ne pas remarquer que le gouvernement prépare des choses louches, frère, dans cette séquence d'événements. Après une exploration et une surveillance approfondie des régions de l'Arctique et de l'Antarctique, la NASA a été fondée pour, je cite, « assurer la recherche sur les problèmes de vol à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère terrestre et à d'autres fins. » Bien sûr, juste une mise à jour en prenant toute l'infrastructure existante précédente de la NACA qui a été fondée en 1915. Au moment où il y a Einstein qui sort pour sauver l'héliocentrisme, c'est ce qui me fait dire qu'il est juste une figure de proue. Mais peu importe, voilà. 1958, donc en 57, le firmament est détecté. Mise en place du système DEW, juste après l'opération Deep Freeze. Qu'allons-nous faire ensuite ? Le traité sur l'Antarctique est signé l'année suivante. Waouh ! Le traité sur l'Antarctique a été signé à Washington le 1er décembre 1959 par les 12 pays dont les scientifiques ont été actifs dans et autour de l'Antarctique au cours de l'année géophysique internationale de 57 à 58. C'est entré en vigueur en 61 et de nombreuses autres nations ont adhéré depuis. Le nombre total de parties à ce traité s'élève désormais à 56. Ce traité restreint l'exploration libre et privée de la région antarctique. C'est la réalité. C'est nommé genre la Légion de l'Antarctique ou quelque chose comme ça. J'ai oublié comment ça s'appelle. Ceci en est le logo. Quelles sont les chances, Alors oui, partons explorer la région qui obsédait les nazis. Nous demandons donc aux nazis de nous aider à l'explorer. Puis nous irons regarder le nord et le sud. Nous mettrons en place des systèmes de surveillance dans les deux situations. Puis nous fonderons la NASA et nous dirons que personne d'autre ne peut aller en Antarctique. Puis l'année suivante, 57, 58, 59. C'est quoi cette embrouille ? En 55, l'opération Deep Freeze. Et ça va jusqu'en 57, 58 où c'est l'année géophysique qui concerne les pôles nord et sud. Qu'on limite aux humains. On configure la ligne de surveillance qui vous bloque à partir de là. Puis la NASA est fondée et on a le traité sur l'Antarctique. En 1961, la DIA est fondée.
Defense Intelligence Agency, le 1er octobre 61. Avec seulement 25 personnes et un espace emprunté au Pentagone, la Defense Intelligence Agency était née. L'agence continuerait à gérer et diriger un éventail croissant de missions et de fonctions fournissant un soutien en matière de renseignement à l'autorité du commandement national et aux combattants de guerre. Et regardez leur petit logo sympa qu'ils ont ici. Pas bizarre du tout. En 62, l'opération Fishbowl, qui fait partie d'une plus grande opération Dominique, qui se traduit par « du Seigneur ». C'est donc littéralement l'opération Fishbowl du Seigneur. Comme vous pouvez le voir, l'image ici à droite représente une série d'essais nucléaires à haute altitude commençant en juin 62. Le prétendu premier missile réussi s'intitulait Starfish Prime. Starfish, étoile de mer? Comme s'ils étaient dans l'eau ou quelque chose du genre. Il n'est pas bien connu que les États-Unis ont en fait commencé leur test d'explosion à haute altitude en 1958, la même année de la fondation de la NASA. C'est facilement vérifiable. Allez voir l'opération Fishbowl en 62 et vous pouvez simplement aller sur la page Wikipédia et elle vous en parlera. En fait, ils envoyaient des ballons, vous savez, à 9000 pieds et différents types d'explosions encore plus hauts, dès 58. Waouh! En 1962, la même année, ça c'était en juin et ça c'était en septembre. Bien sûr, cela s'est terminé en novembre. Et puis nous voilà en septembre 62. JFK annonce l'alunissage. JFK a prononcé un discours annonçant que nous allions atterrir sur la Lune d'ici 8 ans, le 12 septembre 1962. Il a dit « Nous choisissons d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et de faire d'autres choses, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. » Il prédit donc avec beaucoup d'audace que nous irons sur la Lune et marcherons dessus d'ici une décennie. Ici, en 67, il y a le traité sur l'espace. Alors, ils ont éliminé le gars qui disait qu'il y avait plus de terre en Antarctique. Entre tout cela, bien sûr, il y a le traité de l'espace extra-atmosphérique sur les principes régissant les activités des États dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et d'autres corps célestes. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique a été examiné par le sous-comité juridique en 66 et un accord a été conclu en Assemblée générale la même année. Le traité reposait en grande partie sur la déclaration de principes juridiques régissant l'activité des États dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, etc. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique fournit le cadre de base du droit spatial international, comprenant les principes suivants. L'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique doivent être menées pour le bénéfice et dans l'intérêt de tous les pays et relèvent de la compétence de toute l'humanité. Oh, qui est l'arbitre du meilleur intérêt de l'humanité ? L'espace extra-atmosphérique doit être libre d'exploration et d'utilisation par tous les États, mais pas par leur population. L'espace extra-atmosphérique ne fait pas l'objet d'une appropriation nationale par revendication de souveraineté, par utilisation ou occupation ou par tout autre moyen. Les États ne doivent pas placer d'armes nucléaires ou d'armes de destruction massive en orbite ou sur des corps célestes, ni les stationner dans l'espace de toute autre manière. La Lune et les autres corps célestes doivent être utilisés exclusivement à des fins pacifiques. Les astronautes ne doivent pas être considérés comme les envoyés de l'humanité. Waouh! Les États sont responsables des activités spatiales nationales, qu'elles soient menées par des entités gouvernementales ou non gouvernementales. Les États sont responsables des dommages causés par d'autres objets spatiaux. Et puis, vous pourriez essentiellement parler de toutes sortes de dessins pseudo-scientifiques et fantastiques d'affirmations que nous inventons après cela. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des gens ne savent pas qu'ils prétendent avoir un traité sur l'espace fondé en 67. Et oui, la plupart des gens ne le savent pas, mais c'est assez drôle qu'ils aient effectivement ça. Et si vous y regardez réellement, ils avaient genre un partenariat avec Disney concernant ce traité, qui est super étrange et aléatoire, si je ne me trompe pas. En 1967, la même année, l'incident Gus Grissom. Ainsi, en 67, l'astronaute d'Apollo Gus Grissom est décédé dans un tragique accident lors d'une explosion dans les installations de la NASA et lors d'une vérification de routine des câbles. Gus était très franc et ouvertement critique quant à la viabilité du succès des missions Apollo. En fait, il a accroché un citron sur le module lunaire pour montrer que cela ne fonctionnerait pas. Il a constamment exprimé des doutes sur la manière dont il pourrait un jour aller dans l'espace. Et puis voici une photo de ce qui lui est arrivé. Et lors d'une vérification de routine des câbles des installations de la NASA, il explose mortellement parce qu'ils ont accidentellement pompé un tube plein d'oxygène et que la porte a été verrouillée de l'extérieur. Il était donc coincé à l'intérieur et ne pouvait rien y faire. Et voilà le gars qui accrochait le citron sur le module et qui décriait en gros leur capacité à aller dans l'espace. En 1968, vous avez 2001 Space Odyssey, un film réalisé par Stanley Kubrick qui parlait d'une mission d'alunissage. Il a remporté le prix du film de l'année et a normalisé l'idée inédite selon laquelle les humains pourraient atterrir sur la Lune.
Donc, ce film de l'année parle d'une mission sur la Lune. Il s'agit en fait d'une IA, d'un ordinateur qui prend le relais. C'est assez drôle. C'est un film foncièrement mauvais. Quoi qu'il en soit, cela a conditionné tout le public à normaliser l'idée d'aller sur la Lune. L'atterrissage sur la Lune, c'est le film de l'année. Tout le monde l'a vu l'année précédant l'alunissage en 69, lorsque des hommes auraient posé le pied sur la Lune. Des hommes auraient marché sur cette chose en 69, juste à la fin de la décennie, comme l'avait prédit JFK, après sa mort, bien sûr. Depuis, les hommes n'ont pas prétendu être retournés sur la Lune, plus de 5 décennies plus tard. Mais c'est comme ça que vous savez que c'était légitime, parce qu'ils l'ont fait dans cette cabane de bricoleurs en papier d'aluminium. En 1972, l'originale fameuse Blue Marble, le célèbre premier plan de la Terre dans son entièreté étant un globe dans l'espace. Cela cimenta l'idée de la Terre globe dans l'esprit du public. Après tant et tant de tentatives et d'échecs désespérés, ils ont envoyé une image depuis l'espace. Il n'y a pas eu d'autre image réelle de la Terre revendiquée avant 2015. Ça fait presque 50 ans. Vous ne pouvez pas obtenir une autre image réelle? La Blue Marble de 2002, le fond d'écran par défaut de l'iPhone première génération, a été photoshopée parce qu'elle devait l'être. Et nous savons tous que, venant de Robert Simmons, la photo qu'ils ont montrée à tout le monde était manifestement fausse. Donc, en conclusion, comme c'était un peu partout, ce que nous avons clairement vu, c'est que le gouvernement a travaillé ensemble dans un ordre séquentiel très rapide pour cacher la nature de l'endroit où vous vivez. Réveillez-vous. Les gouvernements du monde entier cachent clairement la véritable nature de la Terre. La philosophie n'est pas une science. L'adoration du soleil n'est pas une science. Les suppositions aveugles dues à des mathématiques plus simples ne sont pas de la science. Ignorer les preuves n'est pas de la science. Le consensus n'est pas de la science. Les images générées par ordinateur n'est pas de la science. Et les présupposés ne sont pas de la science. Enfin, la religion n'est pas une science. Alors voilà. C'est toute une affaire, Schooling Globers. Par exemple, juste des choses de base ici que vous devriez apprendre sur la Terre plane, en gros. Trop cool. Alors ça va les gars? Voilà donc le monde dans lequel nous vivons. Et ce que je trouve très intéressant, comme je l'ai montré ici. Je ne connaissais même pas certaines de ces choses. Donc je ne savais même pas que ceci était une chose. Je savais que c'était comme s'il y avait des réglementations, qu'on ne pouvait pas vraiment survoler le pôle Nord. Et c'est super suspect. Et tous ces différents pays ne vous permettent pas de vous approcher trop près. Et puis genre, il n'y a pas d'habitants en Groenland et personne ne vit à proximité de là. Et vraiment, où est le centre? Où est ta carte? Nous ne pouvons même pas accéder au centre. Comment suis-je censé créer un système de coordonnées cartésiennes sans même savoir où se trouve le centre et pouvoir ensuite disposer les autres terres proportionnellement à cela? Mais ne pouvez-vous pas utiliser votre cerveau? Genre, c'est bizarre. Mais le système d'alerte au nord, c'est actif aujourd'hui. Et c'est jusqu'à la 50e latitude nord. Ils ont littéralement le nord et le sud cousus, mon frère. C'est énorme. Comment une personne normale, dotée d'un cerveau, ne peut-elle pas voir quand les gouvernements, à peu près au même moment, a décidé de surveiller le nord et le sud et de ne pas laisser les gens y aller librement? Puis de commencer à lancer des trucs dans l'air qui s'arrêtaient à une certaine distance. En même temps, ils faisaient des études et avaient des documents disant qu'ils savaient qu'il y avait un firmament. En même temps, exactement au même moment. Ils ont littéralement des documents disant qu'il y avait un firmament. Comment diable une personne normale peut-elle penser que tout cela est légitime? Je ne comprends vraiment pas. Alors il y a une question dans un commentaire. Un globeur a-t-il expliqué comment le noyau de fer de la Terre à 9300 degrés Fahrenheit crée un champ magnétique lorsque la température de Curie pour la perte de magnétisme du fer est de 1418 degrés Fahrenheit? Non, mais leur explication est que cela ne vient pas réellement du noyau. Ils ont mis à jour leur modèle une fois qu'ils ont réalisé le problème de Curie. Et donc ils disent que c'est en fait le noyau externe qui est un peu plus froid, et que c'est en fait dû au mouvement. Ce n'est pas le matériau lui-même, mais le mouvement du noyau externe qui crée les courants de convection. Et cette électricité génère un champ magnétique. Et ce modèle ne fonctionne pas non plus, mais c'est leur réponse. Certes, leur modèle ne fonctionne pas pour toutes sortes de raisons.
Pour leur modèle, ils doivent prétendre qu'il existe des courants de convection parfaits, mais cela ne peut pas exister. Ils ne peuvent donc même pas expliquer comment ça peut réellement rayonner là où c'est censé se trouver, car ils ont besoin, fondamentalement, de courants de convection parfaits qu'ils doivent assumer, mais qui ne sont pas réels. Et puis, l'anomalie ou l'écart entre la résistance de la surface et le centre est environ 50 000 fois supérieur à la valeur prédite du modèle à certains endroits de la surface. Ensuite, il y a bien sûr l'asymétrie, ce qui signifie que le nord et le sud ne sont pas du tout symétriques. Le sud présente un écart allant jusqu'à 35% ou plus avec le modèle prédit, et c'est vraiment 35% ou plus faible que le nord, ce qui n'a pas de sens sur une sphère qui devrait être symétrique. Et nous pouvons continuer encore et encore. Et nous ferons un Schooling Globers là-dessus spécifiquement. Je voulais en quelque sorte aborder certaines bases avec ce PowerPoint, afin que les gens aient une idée générale. Et c'est vraiment la première fois que j'utilise OBS. Donc, je n'ai aucun doute dans mon esprit que la timeline aurait bien pu être meilleure. Mais je dirais, la voici, ok. Je pourrais ajouter des éléments dans PowerPoint. J'ai commencé à en ajouter une troisième juste là où il y a comme le traité sur la Lune, en 79. Il y a un tas d'autres choses. Il y a des choses que je n'ai pas abordées ici. Mais je pense que c'est plutôt cool de pouvoir prendre une capture d'écran ici et montrer aux gens ce que faisait le gouvernement. En 1945, 6, 7, 8, jusqu'en 52, genre, c'est un peu fou. C'est dingue quand on y pense vraiment. Alors maintenant, certaines personnes ne veulent pas y réfléchir, d'accord? Et je suppose que c'est leur prérogative. Mais nous sommes là pour enseigner aux Globers. Parce que, si vous vous rappelez, la première étape,